sur New World Sport. Éviter une 6e extinction de masse des espèces animales, seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec le professeur Gabriel Seniagbeto, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Monsieur Seniagbeto, selon une étude récente, le nombre d'éléphants tués par braconnage a été divisé par 2 entre 2011 et 2017, passant de 10% à moins de 4%. C'est dire que les mesures de protection des réserves naturelles commencent à payer. Oui. D'ailleurs, c'est très salutaire de voir que les mesures commencent par payer. Et je pense que tous les pays d'Afrique ont pris conscience, même le Togo, ont pris conscience que nous devons travailler maintenant pour que la nature devienne, ou bien prenne sa place dans l'ensemble du processus du développement. Les éléphants, ce sont des espèces emblématiques, qui sont aussi des espèces que nous parlons d'indicateurs. Si nous sommes confrontés aujourd'hui à la question de la protection de l'éléphant, c'est aussi des questions, nous devons aussi prendre ce sujet en tant que des sujets de développement, parce que l'éléphant a besoin de l'espace. Ça veut dire que si nous nous préoccupons aujourd'hui de la problématique de la protection des éléphants, c'est aussi la problématique de la protection des espaces naturels. Les gens pensent que souvent nous avons cette conception en disant que bon, c'est de la nature, c'est de la forêt. Non. La forêt, c'est tout un ensemble. Et en protégeant l'éléphant et son habitat et son couloir de déplacement, nous participons à créer des espaces naturels et répondre aujourd'hui même à la question de l'agriculture, à la question du climat, à la question de l'environnement auxquels nous sommes confrontés. Alors, on a vu ce que les projets de restauration des parcs naturels ont créé dans d'autres pays. On cite le cas du Togo, où ça a créé vraiment des tensions au nord du pays. Est-ce que les pays n'ont pas d'autres priorités que la restauration des parcs naturels, comme par exemple la faim, la pauvreté? Les populations comprennent mal qu'on s'occupe plus de la nature que des êtres humains. Je suis un scientifique et le problème de dire que il y a des sujets de la faim, des sujets des maladies, tous, non. Parce qu'en réalité, les aires protégées sont avant tout des outils qui participent au développement. Je vous dis, quand les populations d'une région, par exemple le nord du Togo, il y avait des tensions, je suis sûr que c'est parce que le processus avait été conduit avec éventuellement des erreurs. Moi, je vais vous dire une chose. Nous avons, par exemple, entre 2013 et 2015, bon, pas 2013, mais disons entre 2014 jusqu'à 2018, participé à la mise en place d'un processus au niveau du Mono, dans le sud. Et vous savez que la densité de la population humaine est plus importante dans le sud que dans le nord. On a pu créer la réserve de biosphère du Mono avec la participation des communautés. Il n'y avait pas de problème. Je suis sûr que ces modèles d'approche de travail avec les communautés locales pour arriver à la mise en place d'outils de gestion d'aires protégées, des espaces naturels, on peut encore le faire avec les communautés du Nord. Il s'agit d'une volonté et d'une équipe qui se met vraiment dans l'idée d'accompagner les communautés. Et les communautés ne sont pas des gens, les gens ne sont pas pauvres, ne sont pas cons. Ça dépend du discours que vous leur apportez. Et je suis sûr que ces communautés, si réellement on se met aujourd'hui à travailler avec, parce que les réserves de biosphère, les aires protégées sont des outils même de développement. Parce que ce sont des outils qui peuvent permettre aux communautés même de mobiliser des ressources pour participer même à l'agriculture développe, à l'agriculture durable, au développement d'autres activités qui puissent leur permettre notamment de maintenir... Notamment l'écotourisme. Exactement. De maintenir, de développer leur propre communauté sans même avoir besoin de la participation des acteurs dont je ne souhaiterais pas évoquer aujourd'hui. Je pense que c'est un processus. Et si on prend des gens
qui ont cette capacité, cette volonté d'amener ces communautés vers ce processus, on peut même résoudre le problème de la faim parce qu'il y a des modèles d'agriculture qu'il faut mettre en place et qui puissent permettre à ces communautés de produire davantage de ressources et de répondre à la question de la faim, à la question des maladies, à la question des ressources en eau, par exemple, et autres. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir et je suis sûr que ces communautés sont là et elles sont prêtes pour que ces modèles soient répétés chez eux, pour qu'on ait un développement à la fois qui permette de maintenir les activités traditionnelles des communautés, c'est-à-dire l'agriculture, le pastoralisme, l'élevage des petits animaux, mais également participer à la création de la nature, c'est-à-dire au maintien des aires protégées, qui sont des outils essentiels dans la lutte du développement, même dans la lutte du changement climatique, dans la lutte contre les changements climatiques. Monsieur Sénia Agbeto, si nous revenons sur le cas des pachydermes des éléphants, malgré que le braconnage semble avoir baissé, mais cette espèce animale a toujours des menaces qui pèsent sur elle. Qu'est-ce qui se passe avec nos pays, vous l'avez évoqué, qui semblent être comme des plaques tournantes du trafic d'ivoire, absence de volonté politique ou vous pointez du doigt, comme d'autres le disent, la corruption? Bon, tous ces éléments dont vous venez de citer, la corruption, l'absence de volonté politique, moi je pense que le Togo a fait un effort au cours de ces 5 dernières années parce que si vous regardez par exemple entre 2013, 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2015 peut-être, il y avait eu beaucoup de trafiquants qui ont été arrêtés. Et ce travail qui a été réalisé par les équipes de Octrib, je crois, ils ont fait un bon travail. Je les salue pour ça parce que j'ai eu des données que j'ai analysées dans le cadre d'un certain nombre de rapports. Je leur dis félicitations. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que le trafic est zéro, est mieux au Togo, parce qu'il n'y a pas encore des cas qui sont signalés, mais c'est déjà une volonté de contribuer à arrêter ces trafiquants. Et je pense que ce sont des actions de ce genre qui se sont répétées dans beaucoup de pays en Afrique et qui ont contribué à la réduction du braconnage des éléphants. Parce que les braconneurs n'ont plus le circuit de transit des ivoires de l'Afrique. Pour écouler leurs produits. Exactement. Donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour décourager d'abord, parce que le fait qu'on a arrêté un certain nombre à décourager les autres, ils se sont dit, mais on ne va pas mettre des millions de dollars qui vont être traqués et que nous allons perdre tout. À quoi servent les revenus de ce trafic illicite? Bon, je ne peux pas dire quoi que ce soit sur ça. Parce que ça, c'est les trafiquants. Les revenus, je ne sais pas. Si c'est un trafic qui a été organisé et qui est connu avec des demandes spécifiques, je pense que ça pourrait être... c'est-à-dire les revenus peuvent être tracés. L'Asie reste le plus gros marché de consommation de l'ivoire. Est-ce qu'au niveau de cette partie du monde, ce sont les mêmes mesures de lutte comme on le connaît ici? Oui, bon, je pense qu'il faut saluer même le gouvernement chinois qui a pris des mesures tout récemment contre l'exploitation ou bien l'utilisation de l'ivoire dans la tradition ou quelque chose comme ça chinois. Je pense que c'est déjà très bon. Oui, les pays asiatiques ont contribué beaucoup, puisqu'il y a des trafiquants qui ont été arrêtés, même en Chine, même au Vietnam, en Malaisie, mais qui ont déjà traversé l'Afrique, mais qui ont été arrêtés dans des pays asiatiques. C'est-à-dire que c'est une volonté au niveau international de contribuer à la réduction du braconnage sur les éléphants. Et c'est ça qui s'est matérialisé sur le terrain par cette réduction de plus de 10% jusqu'à 4%. Je pense que c'est une très, très, très bonne mesure. Et il faut continuer par appliquer ça. Ce que je dirais, c'est que si des pays comme le Zimbabwe ou le Botswana se préoccupent aujourd'hui de la taille des populations d'éléphants, il y en a des pays surtout en Afrique de l'Ouest, où on a perdu la plupart des populations d'éléphants, mais aussi voir dans quelle mesure on peut
aider les autres pays, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, à repeupler les aires protégées de ces populations d'éléphants. Nous allons nous intéresser à une autre espèce animale dont la situation est préoccupante au niveau de la cité, c'est la girafe. Et je vous invite à suivre ce reportage. Il y a 20 ans, ici à Laikipia, dans le centre du Kenya, les girafes étaient nombreuses. Aujourd'hui, elles se font plus rares. La communauté des Samburu qui habite dans cette région du Kenya avait pour habitude de tuer cet animal. Nous utilisons même la peau pour en faire des médicaments. On avait pour habitude de cuire la viande, de brûler la peau, puis l'utiliser comme médicament. C'est pour ça qu'on les tuait. Tuer une girafe permettait de nourrir une famille entière pour une semaine. Au fil des ans, les girafes réticulées, la sous-espèce qui vit dans cette région du pays, se sont faites de plus en plus rares. Des études récentes montrent que la population a chuté de plus de 60% en 20 ans. Simon et son collègue sont des chercheurs, ils analysent le comportement de l'animal. Les données récupérées vont leur permettre de mieux comprendre l'espèce. Il y a eu beaucoup d'études de fait sur les lions, les éléphants ou d'autres animaux. Mais en revanche, on sait très peu de choses sur la girafe. Il existe très peu de recherches ou d'études sur la girafe. À l'échelle du continent, le nombre de girafes a diminué de quelques 40% entre 1985 et 2015 pour atteindre environ 98 000 individus selon des chiffres rassemblés par l'Union internationale pour la protection de la nature. Une chute qui a poussé 6 pays africains à proposer une nouvelle régulation sur le commerce international des girafes. Mais certains experts sont sceptiques. Analysons d'abord l'ampleur de ce commerce sur le continent, ou est-ce international aussi, ou les deux? Est-ce que c'est vraiment destructeur pour l'ensemble de la population? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre avant de pouvoir mettre en place des mesures restrictives, à mon avis. Cette proposition, si elle était adoptée, réglementerait le commerce mondial des parties de girafes. Les critiques estiment que les informations limitées disponibles suggèrent que la majeure partie de ce commerce provient d'endroits où le nombre de girafes augmente, comme en Afrique du Sud et en Namibie, où chasser est légal. Monsieur Seniagbeto, l'éléphant, la girafe, bien d'autres espèces menacées d'extinction. Vous travaillez particulièrement dans votre pays, le Togo, avec votre ONG à Bozégué. Est-ce qu'il y a aussi d'autres espèces animales dont la situation vous préoccupe au Togo? Oui. Il faut noter d'abord que la girafe, le Togo faisait partie de l'aide de distribution de la girafe. Dans les années 70, il y avait la girafe dans l'Oti-Kéran, au Tchimandjori. Aujourd'hui, il n'y a plus la girafe. Même si d'autres espèces concernent nos préoccupations aujourd'hui, si vous regardez par exemple dans l'ensemble du pays actuellement, nous avons que potentiellement 2 aires protégées qui sont écologiquement viables. Il n'y a que le parc national de Fazao et le complexe Togodo Nord, Togodo Sud. Dans l'Oti-Kéran, il y a une petite poche qui est autour de Naboulgou, où on peut encore trouver quelques individus. Je sais qu'en 2015, j'avais encore trouvé un groupe de 5 ou 6 comme ça de buffles. Je ne sais pas si ces buffles sont encore dans cette terre protégée. L'hypotrague qui était au Tikiran, il n'y a plus d'hypotrague là-bas. Aujourd'hui, j'ai mis 100 caméras au niveau de Fazao pour voir si encore il y a l'hypotrague dans Fazao. Les populations disent qu'il y a des lions. Je n'ai pas encore d'individus de lions dans mes images. Donc voilà un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire il n'y a que des éléphants dans Fazao, mais il faut vraiment que Fazao soit protégé pour que les populations d'éléphants de Fazao soient viables. Heureusement pour nous, on a les 2 sous-espèces d'éléphants dans Fazao, puisque mes caméras me permettent de le dire maintenant, puisqu'on a
éléphant de savane, qui est l'Oxodonta africana, et puis l'autre qui est l'éléphant de forêt, qui est l'éléphant de petite taille, qui est Cyclotis, qui j'ai vu aussi dans les zones proches des localités qu'on appelle Cuyi-Lavagno ou Réseaudet, qui est proche de Tchébébé. J'ai vu ces populations là-bas, c'est quand même très intéressant. S'il y a des moyens aujourd'hui, je pense que ce que je dirais au nouveau ministre de l'Environnement, on le jugera s'il a vraiment travaillé pour que les populations des éléphants et des buffles de Fazao, il y a encore des populations de Bubal aussi qui sont très intéressantes dans Fazao, si ces populations peuvent être protégées, parce qu'on n'a que ces terres protégées pour dire qu'on va conserver un certain nombre de grands mammifères au Togo. Alors, Monsieur Seniagbeto, gagner ce pari de la protection des espèces animales ne se fera pas seulement au niveau politique, ce sera, comme vous l'avez dit, avec le concours des populations. Quel message de sensibilisation il faut leur apporter? Moi, je dirais que ce n'est pas les populations qui vont nous aider. Le problème de sensibilisation, ce n'est pas les populations qu'il faut sensibiliser. Qui faut-il sensibiliser? C'est les décideurs qu'il faut dire, qu'il faut sensibiliser. Parce que pour vous, et selon vous, ils ne comprennent pas encore. C'est les décideurs, je ne dirais pas qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils aient la mesure de la nécessité de la conservation de la biodiversité. Parce que les populations, je suis sûr que si on met en place des outils de gestion, ils vont participer à la conservation. Ce qu'il faut sensibiliser, ce n'est pas les populations. Souvent, je le dis en tant que scientifique, et de ce que j'observe sur le terrain, la sensibilisation aujourd'hui, ce n'est pas les populations. Souvent, on dit que c'est... Non. Vous pensez que les populations disposent des moyens pour exploiter la forêt? Non. Les populations ne disposent pas des moyens pour exploiter les forêts. Qui sont ceux qui les exploitent? Même s'ils coupent les bois, ils ne peuvent pas amener les bois à Lomé. Donc, ceux qu'il faut sensibiliser, ce n'est pas les populations. En réalité, c'est les décideurs. De mettre en place des mesures qui puissent permettre à la fois de gérer la ressource et que la ressource profite pas seulement au niveau c'est surtout que la ressource profite aux populations locales. C'est surtout ça. Donc, en réalité, la sensibilisation, c'est pas... Je vois souvent quand on organise des réunions de sensibilisation dans les villages et avec de la musique, tout ça là, je dis, ça c'est bon. Mais vraiment, il faut orienter le message vers d'autres cibles. Merci. Et surtout, si les politiques, les décideurs sont impliqués, je suis sûr que la solution sur le terrain est plus facile. Merci pour votre analyse, Gabriel Seniagbeto, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale.